pression se fait de plus en plus forte sur le Rwanda. Les uns après les autres, les pays occidentaux suspendent leur aide économique au gouvernement rwandais. Un gouvernement décidément accusé de soutenir la rébellion dans l'est de la République démocratique du Congo. On parle de ce sujet avec Georges Ibrahim Tonkara ici présent dans ce studio. Georges Ibrahim, bonjour. Bonjour Frégis. Alors c'est l'Allemagne qui à son tour vient d'annoncer le gel d'une enveloppe de quelques 21 millions d'euros au Rwanda. Et c'est par un communiqué publié ce week-end sur son site internet que le ministère allemand de la coopération a annoncé la suspension de l'aide économique allemande au gouvernement rwandais. Il s'agit d'une aide de 21 millions d'euros qui devait être versée au budget du Rwanda à partir de cette année 2012 jusqu'en 2015. Selon Dirk Nibel, ministre allemand de la coopération, le gel de cet appui budgétaire est, je cite, un signal sans ambiguïté au gouvernement rwandais. Un gouvernement accusé par les Nations Unies et plusieurs organisations de défense des droits de l'homme de soutenir les rebelles du M23 qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre allemand de la coopération dit par ailleurs attendre du Rwanda qu'il coopère sans réserve avec les experts de l'ONU à l'origine du rapport qui accuse Kigali de soutenir les rebelles en lutte dans l'est de la RDC. À Kinshasa, on se félicite évidemment de cette décision allemande. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Kassamba. Il est l'un des conseillers du président Joseph Kabila. C'est une très bonne décision. Et c'est d'ailleurs un peu tard que ça arrive parce que ça faisait tellement longtemps que le Rwanda finance, soutient tout le mouvement de perturbation, de déstabilisation de la RDC. Et qu'il aurait fallu que toutes les grandes démocraties comme l'Allemagne prennent ce genre de décisions pour permettre la stabilité du Congo. Nos différents efforts pour avoir une réaction officielle côté rwandais sont restés vains. Avec la suspension de l'aide allemande, c'est l'État qui se resserre davantage autour de Kigali. En effet, il y a quelques jours, c'était les États-Unis qui gelaient une aide militaire de 164 000 euros, puis les Pays-Bas, 5 millions d'euros prévus pour soutenir le système judiciaire rwandais, la Grande-Bretagne, 20 millions d'euros et maintenant l'Allemagne. Des mesures certes symboliques, mais qui ont sans doute valeur d'avertissement à l'endroit de Kigali, jusque-là présenté comme le chouchou de la communauté internationale dans cette région d'Afrique centrale. Georges Ibrahim Tonkara, je précise que dans une déclaration hier, le président Joseph Kabila a déclaré que le soutien du Rwanda à des mouvements rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo était un secret de polichinelle. C'est la première fois que le président congolais s'exprime sur la polémique qui s'envenime entre les deux pays aux relations tumultueuses. Et j'ajoute pour finir qu'en novembre 2011, l'Allemagne avait donné son accord pour octroyer au Rwanda une aide de 60 millions d'euros pour une période de 3 ans. C'est dans cette enveloppe que 21 millions d'euros sont prévus comme soutien direct au budget. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'armée régulière de la République démocratique du Congo et les rebelles du mouvement M23 se poursuivent dans l'est du pays. Et de sources officielles, on affirme que des milliers de personnes cherchent à fuir les dernières violences. Les déplacés affluent vers Goma avec le peu qu'ils ont pu emporter. Le président Joseph Kabila a brisé son silence sur le conflit ce week-end, tandis que dans le Nord Kivu, les mutins exigent toujours une négociation avec Kinshasa. Le point depuis Goma avec le correspondant de La Voix de l'Amérique, Primo Pascal Roudaïgoua. Après la récupération des cités stratégiques du territoire de Rutshuru, les mutins ont repoussé la semaine passée l'armée régulière et la ligne de front se retrouve désormais à Rugari, à moins de 40 km de la ville de Goma. Toutefois, le président Joseph Kabila reste confiant. Il parle d'un plan C dans cette crise. Il n'y a pas que le plan B, alors pourquoi pas un plan C? On va poursuivre nos efforts sur le plan militaire. Et même sur le plan diplomatique, on va continuer à mobiliser, à sensibiliser tout le pays. Et sur le plan politique, on va continuer à mobiliser, à sensibiliser le peuple congolais. La société civile du Nord Kivu déplore l'appui de quelques personnalités congolaises, tels que le général Faustin Mounene et certains députés nationaux élus du Nord Kivu qui seraient de connivence avec le M23. Thomas Dakin Mouiti, président de la coordination de la société civile du Nord Kivu. On est en train de dire qu'il y a ces personnalités congolaises qui sont en intelligence avec le M23. Pour Mounene, il est monté au créneau et il a confirmé, il a manifesté son attachement, son appui au M23, mais pour les autres, il reste à vérifier. La rumeur, c'est aussi une source d'information.
Les mutins, quant à eux, reconnaissent avoir tissé des alliances avec plusieurs groupes armés. Bishop Jean-Marie Runiga, coordinateur politique du M23. Le M23 a d'abord tous les groupes signataires des accords du 23 mars. C'est une grande force. Et je vous dis qu'au fur et à mesure que le gouvernement va traîner pour dialoguer, le M23 va être renforcé. D'abord sur le plan militaire. Ça c'est d'un. De deux, au niveau interne, la population congolaise est en train de comprendre que les problèmes pour lesquels le M23 se bat, c'est les problèmes d'intérêt général. Le gouvernement de Kinshasa, dans les jours qui viennent, aura en face de lui un mouvement politico-militaire, mais aussi il aura le soulèvement populaire. Les autorités provinciales du Nord Kivu commencent à changer de langage. Elles soutiennent la proposition de la société civile qui demande au gouvernement de stopper la guerre et d'évaluer les accords exigés par les mutins. Julien Paloukou, gouverneur du Nord Kivu. Je suis parfaitement d'accord avec la société civile pour qu'on arrête ces tueries de vies humaines, pour qu'on arrête ces déplacements des populations inutilement et qu'on passe à la phase de l'évaluation de ces accords, parce que beaucoup de gens croient qu'il y a une phase cachée des accords de paix du 23 mars. Les mutins ont salué cette initiative qui, selon eux, va les remettre sur une même table avec le gouvernement de Kinshasa. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Entre-temps, les pays occidentaux, dont les États-Unis et les Pays-Bas, font pression sur le Rwanda, qu'ils accusent d'appuyer les M23. Il faut dire que, selon un rapport d'experts de l'ONU rendu public fin juin, le mouvement du 23 mars a reçu une aide directe de hauts responsables rwandais sous forme d'armes, munitions et recrues. Les États-Unis ont suspendu leur aide militaire pour l'exercice budgétaire en cours et la semaine dernière, les Pays-Bas ont gelé une partie de leur aide au développement au Rwanda. Des décisions protestées par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui les a qualifiées de hâtives basées sur de faibles preuves. Madame Mushikiwabo a été contredite samedi soir par le président Joseph Kabila qui s'exprimait dans un entretien à la télévision nationale. La présence de forces rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo est un secret de polichinelle, a affirmé le président congolais. Pour aujourd'hui, l'Afrique centrale, toujours concernant la République démocratique du Congo, on serait sans nouvelles du secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, parti de l'opposant Étienne Tshisekedi. Jean-Marie Vianney Kabou-Kani Ndabi Bandou aurait été interpellé avec son frère Deka vers minuit dans la nuit de samedi à dimanche, signale l'UDPS dans un communiqué. Des policiers descendus de 3 jeeps qui stationnaient devant la parcelle ont escaladé les murs pour aller les arrêter. Ils ont été sortis de leur domicile et emmenés vers une destination inconnue, précisait le communiqué. Selon les médias, une délégation de l'UDPS conduite par M. Kabou-Kani a remis le 25 juillet une pétition à l'ambassade de France à Kinshasa demandant une délocalisation du 14e sommet de la francophonie prévu en octobre prochain. Parmi les motifs invoqués pour justifier cette demande, les violations des droits humains, le conflit au Nord Kivu et le manque de transparence lors des élections de novembre 2011. Toujours concernant le climat d'insécurité en RDC, des journalistes congolais opérant au Kivu disent se sentir en danger et après réception par un certain nombre d'entre eux d'un message nébuleux du M23. Parmi eux, notre confrère Tuver Wundi, représentant de journalistes en danger au Nord Kivu et journaliste à la RTNC Goma. Ambroise Pierre de l'ONG de défense de la presse Reporters sans frontières a offert ce commentaire. Notre réaction, c'est d'abord de s'associer à l'inquiétude de Tuver Wundi parce que ce n'est pas la première fois que ce journaliste est visé par des menaces. C'est un journaliste connu à Goma, effectivement pour son travail, pour journaliste en danger, mais aussi pour sa collaboration à la RTNC. Et donc, une fois de plus, on voit que des personnes souhaitent s'en prendre à lui. Il a reçu un message électronique de menace à peine voilé. Ce message n'est même pas vraiment très clair, mais on le soupçonne de connivence visiblement avec des mouvements rebelles.
Donc oui, on s'associe à son inquiétude et surtout notre réaction, c'est un appel aux autorités locales et aux forces de l'ordre pour qu'elles aient bien en tête que des journalistes sont menacés dans cette région et qu'il faut les protéger. Est-ce qu'il y a d'autres journalistes pour qui vous craignez dans la région ? Oui, d'une manière générale, vous savez, l'est du Congo et puis le Nord Kivu en particulier, c'est une zone dangereuse pour la presse. Bon, évidemment, nous avions fait un rapport il y a quelques années qui traitait du Sud Kivu cette fois et qu'on avait intitulé Bukavu, la cité des meurtres. Ce rapport faisait suite à un double assassinat à Bukavu, celui de Serge Maheshe et celui de Didas Namujimbo. Alors ces assassinats de journalistes, fort heureusement, ne sont pas quotidiens, mais le climat général est un climat de menaces, d'intimidation, d'arrestations arbitraires. Donc Tuverwundi, actuellement à Goma, est visé par des menaces, mais ils sont quelques dizaines, ces journalistes de radio ou de presse écrite qui, dans l'est du Congo, sont soit victimes de menaces comme ça, de personnes qu'on a du mal à identifier, soit directement dans le viseur des autorités locales, des gouverneurs ou des services de renseignement. Ambroise Pierre, de l'ONG de défense de la presse, Reporters sans frontières. Kabila, journaliste citoyen pour la Voix de l'Amérique. L'actualité en province, c'est la lettre qui circule là, c'est ce que nous appelons la pétition sur le fédéralisme. Beaucoup de Katangais ont accepté pour le fédéralisme. Le président de l'Assemblée provinciale qui est en train de faire sa campagne avec la pétition. La pétition concerne la loi sur l'adoption du fédéralisme sur toute l'étendue de la République. Donc il faut que les provinces soient les États fédérés. Alors, qui fait la campagne, c'est le président de l'Assemblée provinciale. C'est la population qui doit signer cette pétition. Et il faut qu'il y ait différentes signatures, un grand nombre de la population pour que cette loi soit proposée au niveau national. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'opposition UDPS affirme que son secrétaire général adjoint Jean-Marie Vianney Kabukani et son jeune frère ont été enlevés arbitrairement. Selon le parti, les deux hommes auraient été kidnappés samedi soir à leur domicile par des policiers et emmenés vers une destination inconnue. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et puis en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité doit se réunir aujourd'hui pour discuter de la mission de l'ONU en RDC. Des officiels congolais demandent notamment à ce que le mandat de la MONUSCO soit renforcé afin de permettre aux soldats de maintien de la paix de poursuivre les groupes armés semant la terreur dans l'est du pays, notamment les rebelles du M23 accusés d'être soutenus par le Rwanda voisin. Sur le terrain, les combats entre l'armée régulière et les rebelles se poursuivent dans l'est du pays. Des milliers de personnes chercheraient à fuir les dernières violences. Les déplacés affluent vers Goma. Et selon l'ONU, plus de 200 000 personnes ont été déplacées par les combats dans le Nord Kivu. Première escale ce soir, la République démocratique du Congo. Les armes ont cessé de crépiter dans l'Est, au moins pour cette journée. Mais de nouvelles déclarations attribuées aux rebelles du M23 ont suscité de vives inquiétudes dans la capitale du Nord Kivu, la ville de Goma. Selon ces informations reprises par la presse internationale, les mutins auraient l'intention de poursuivre leur marche jusqu'à Goma et d'encercler la ville. Dans un entretien avec le service francophone de la Voix de l'Amérique, le porte-parole du groupe, le colonel Vianney Kazarama, a tenu à leur apporter un démenti catégorique. Il commence par nous rappeler quelques-unes des principales revendications des mutins. Entre autres, il y a eu la restitution de 40% dans la province qui n'a pas été prise. Il y a eu aussi les 26 provinces qui devraient être mises en application il y a 5 ans passés. Le gouvernement n'a rien fait comme des chefs. Donc le gouvernement qui a violé purement la constitution congolaise. Il y a aussi la promesse du chef de l'État sur les 5 chantiers. Ici à l'Est, il n'y a rien fait comme des chefs. Donc pour nous saluons cette démarche de la négociation entre les M23, mais nous allons débattre tous ces points-là que le gouvernement n'a rien fait. Vous savez que le gouvernement rejette toute négociation avec le M23. Non, le gouvernement de la province qui représente le chef de l'État dans son entité, il a parlé, il a dit, il voulait avancer la négociation. Et on nous a appelé sur le téléphone portable pour nous dire
qu'est-ce que vous voulez? l'M23, nous voulons s'asseoir pour avancer des négociations. Nous disons que la mer est en train de distraire le peuple congolais. Nous sommes prêts à négocier avec le gouvernement. Il y a aussi un nouveau tournant possible parce que maintenant, le M23, qui avait toujours promis de ne pas marcher sur Goma, apparemment a déclaré qu'il veut finalement encercler la ville de Goma. Est-ce que c'est vrai? Notre mission, ce n'est pas aller à Goma. À Goma, c'est chez nous. Nous étions dans la ville de Goma. Nous sommes nés à Goma. Nous avons dirigé même cette ville, même à Bukavu. Notre mission, ce n'est pas pour prendre la ville de Goma non plus. Nous sommes à Kibumba et nous revendiquons toujours ce que nous avons dit. La négociation avec le gouvernement de Kinshasa. Aller à Goma, ce n'est pas notre objectif. Kibumba n'est pas contrôlé par les FARDC? Kibumba est sous contrôle par les forces armées du M23. Les FARDC a reculé 5 km de Kibumba, nous sommes là et je crois que c'est une zone stratégique que nous venons de récupérer. Mais notre mission, franchement, comme je viens de dire, je dis à la population de Goma de rester calme. Nous n'avons pas l'intention d'aller à Goma. Excusez-moi de vous interrompre, mon colonel, mais y a-t-il des informations contradictoires venant du M23? Parce que la presse internationale rapporte aujourd'hui que des gens du M23 ont vraiment déclaré que maintenant le groupe veut arriver à encercler la ville de Goma et la faire tomber. Non, c'est moi le porte-parole du M23, c'est que moi je dis ça officiellement. Nous ne sommes pas autour de la ville de Goma, mais Goma c'est chez nous, nous étions à Goma, nous avons géré et protégé la population de Goma durant 3 ans passés. Notre mission ce n'est pas aller à Goma, pas faire à Goma. Est-ce qu'il y a des combats aujourd'hui dans la zone? Non. La situation s'il serait relativement calme. Ce que moi je dénonce, c'est la présence des FDLR qui quittent Anyandale. Anyandale c'est 10 km de la ville de Goma. Ils ont reçu des équipements militaires de la part des FARDC. Ça, c'est vraiment grave. Les porte-paroles de l'armée congolaise n'étaient pas joignables pendant la journée. Le colonel Vianney Kazarama, vous venez de l'entendre, il a été joint sur le front non loin de Goma. Nous avons appris par ailleurs que des milliers de personnes cherchent à fuir les dernières violences dans l'est de la RDC. Les déplacés affluent vers Goma avec le peu qu'ils ont pu emporter. Simply Spongy, du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU à Goma, souligne que les civils paient un prix très lourd dans ce conflit. Effectivement, notre organisation s'inquiète parce que, vous voyez, le corollaire de tous les conflits, c'est ce que nous disons, ce sont les populations civiles qui ont payé le prix. Et donc, aujourd'hui encore, nous relevons qu'effectivement, un très grand nombre de violations des droits de l'homme et des personnes sont constatées sur le terrain des différents conflits. Cela alimente des vagues de déplacés. Absolument. Depuis, par exemple, quelques semaines, et notamment les 2 dernières semaines, et même encore cette semaine, nous avons des populations de déplacés internes qui continuent d'arriver par vagues successives au niveau, par exemple, de Goma, à quelques 10 km de Goma, à Kibati. Vous avez environ 2500 familles qui y sont. Donc, au total, 10 000 personnes environ qui y sont. Et les personnes continuent de venir. Elles viennent naturellement pour pouvoir se mettre à l'abri parce qu'elles rapportent les informations selon lesquelles elles font l'objet de certaines violences physiques. Elles font aussi l'objet, n'est-ce pas, de recrutement forcé. Donc, quand elles refusent, elles subissent, ces populations s'entendent des foudres, n'est-ce pas, des groupes armés. Et donc, tout cela n'est pas fait pour assurer naturellement notre organisation. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous appelons notre attention de tout le monde à regarder un peu de ce côté-ci parce qu'il y a d'énormes violations des droits de l'homme. Vous mentionnez que aussi bien en Ouganda qu'au Rwanda, les personnes qui arrivent, notamment les jeunes garçons âgés de 14 à 20 ans, signalent que les pressions pour les enrôler de force sont virulentes. Absolument, ce sont des informations que nous recevons de ces personnes qui arrivent et qui traversent, et donc qui témoignent de ce que la réalité sur le terrain. Et donc, pour la plupart de ces jeunes, effectivement, plusieurs d'entre eux ont témoigné de ce qu'ils étaient forcés à prendre des armes pour pouvoir combattre et qu'elles se soustraient à cette sollicitation. Et bien naturellement, elles ne se soustraient pas sans risque, parce que quand elles prennent sur elles de dire non, il faut qu'elles partent, il faut que bien trouver les moyens de pouvoir s'échapper autrement, ces personnes pourront subir les foudres des personnes qui leur demandent de prendre des armes. Nous appelons toujours l'attention de tous les combattants, de toutes les personnes en armes, de protéger les civils, parce qu'il faut absolument que les civils soient protégés, parce qu'ils ont rien à y voir. Et quand vous regardez de très près, ce sont des femmes et des jeunes enfants, effectivement, qui sont en train de marcher et qui traversent, n'est-ce pas, tout ce pays. Pour certaines personnes, pour la énième fois, elles sont toujours en chemin en train de partir. Donc nous appelons à la protection de ces personnes, à la protection des civils, et que les combattants gardent à l'esprit que ces personnes n'ont rien à voir avec les conflits et qu'il faut, par conséquent, qu'elles puissent trouver refuge, qu'on puisse les épargner et tout ce qui est en train de se passer de cette partie du Congo. Au micro de Camille Grosdidier, Simply Spongy du Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU à Goma.
C'est Joseph Mikombe, citoyen journaliste à Kananga. Comme activité, il y a un jeune homme qui est monté la garde à l'antenne du réseau Vodacom. Il faisait la garde. Alors, on l'a trouvé mort vraiment de piécé. Ça a insécurisé toute la ville de Kananga. Et toute la ville est secouée suite à ce coup-là. Celui qui assurait la sécurité, c'était dans une antenne là qui était un peu isolée. Alors, comme on faisait charger le téléphone là-bas, il a été visé par les visiteurs indésirables. Et on a trouvé le jeune homme mort. En tout cas, il était dépiécé vraiment. Ça a secoué toute la ville de Kananga ce matin. Les autorités sont en train de mener des enquêtes, mais ces enquêtes n'ont pas encore abouti jusque-là, émus devant cet assassinat macabre sur la ville de Kananga. Et la sécurité vraiment refait encore surface. Toute la population dès la tombée du soleil, en tout cas, comme la ville n'est pas électrifiée, on ne sait pas se promener au-delà de 20 heures d'insécurité vraiment totale ici à Kananga. C'est Marceline, journaliste citoyen de Kikwit. Ici à Kikwit, on est très content puisqu'on est en train, les gouverneurs, de relier les routes de la province et de sur la ville de Kikwit d'asphalter les routes qui quittent la commune de Kazan. Et au niveau des Bandundouville, ce qu'il est en train de faire la réalisation de la route des Bandundouba-Kata. Donc c'est ça qui fait la joie de la population de la ville de Kikwit. Ils sont en train de prier pour que ceux qui sont en train de travailler puissent mieux travailler afin de relier nos routes de Kikwit. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De sécurité de l'ONU sur le mandat de la MONUSCO en RD Congo, dont les responsables gouvernementaux voudraient la modification pour s'attaquer aux groupes armés dans l'Est. Par ailleurs, Médecins sans frontières a signalé hier que des civils ont été tués et blessés par balles, grenades et obus à Haut-Tchourou, tenus par les rebelles du M23 dans la même région et dont l'offensive contre l'armée a déplacé plusieurs milliers de personnes selon MSF. Alors qu'aucun bilan officiel des violents combats qui ont secoué la localité depuis le 24 juillet n'a été donné à ce jour, l'ONG déplore le décès à l'hôpital de Haut-Tchourou de 2 personnes ainsi que 66 blessés, dont une majorité de civils, dans un communiqué. La plupart ont reçu des soins chirurgicaux d'urgence, ajoute MSF. Dans cette région, le M23 a attaqué le 24 juillet des positions des forces gouvernementales FARDC, les obligeant à reculer jusqu'à environ 1 kilomètre de Kibumba, une position importante pour protéger la capitale provinciale du Nord Kivu, Goma. Selon ces informations reprises par la presse internationale, les mutins auraient l'intention de poursuivre leur marche jusqu'à Goma et d'encercler la ville, ce qu'a démenti dans un entretien avec le service francophone de la Voix de l'Amérique le porte-parole du groupe, le colonel Vianney Kazarama. C'est Joseph Mikombe, citoyen journaliste à Kananga. Comme activité, il y a un jeune homme qui est monté la garde à l'antenne du réseau Vodacom. Il faisait la garde. Alors, on l'a trouvé mort vraiment de piécé. Ça a insécurisé toute la ville de Kananga. Et toute la ville est secouée suite à ce coup-là. Celui qui assurait la sécurité, c'était dans une antenne là qui était un peu isolée. Alors, comme on faisait charger le téléphone là-bas, il a été visé par les visiteurs indésirables. Et on a trouvé le jeune homme mort. En tout cas, il était dépiécé vraiment. Ça a secoué toute la ville de Kananga ce matin. Les autorités sont en train de mener des enquêtes, mais ces enquêtes n'ont pas encore abouti jusque-là, émus devant cet assassinat macabre sur la ville de Kananga. Et la sécurité vraiment refait encore surface. Toute la population dès la tombée du soleil, en tout cas, comme la ville n'est pas électrifiée, on ne sait pas se promener au-delà de 20 heures d'insécurité vraiment totale ici à Kananga. C'est Marceline, journaliste citoyen de Kikwit. Ici à Kikwit, on est très content puisqu'on est en train, les gouverneurs, de relier les routes de la province et de sur la ville de Kikwit d'asphalter les routes qui quittent la commune de Kazan. Et au niveau des Bandundouville, ce qu'il est en train de faire la réalisation de la route des Bandundouba-Kata. Donc c'est ça qui fait la joie de la population de la ville de Kikwit. Ils sont en train de prier pour que ceux qui sont en train de travailler puissent mieux travailler afin de relier nos routes. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Par le Rwanda que nous ouvrons donc ce journal. Plusieurs pays donateurs ont, vous le savez sans doute, suspendu ces derniers jours leur aide financière à ce pays. Ce gel de l'aide internationale a fait suite au rapport des Nations Unies qui accuse le Rwanda d'appuyer les forces du M23 qui sont en guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Certains Rwandais s'inquiètent déjà de l'avenir du pays car l'aide internationale finance une grosse partie du budget de l'État. De Kigali, les précisions de notre correspondante Solange Ayanon. Les États-Unis, l'Allemagne, la Suède et les Pays-Bas ont annoncé récemment le gel de leur aide financière au Rwanda. Cela inquiète les Rwandais qui pensent que les conséquences de cette décision ne tarderont pas à venir. Celui-ci est un jeune étudiant de l'université à Kigali qui a gardé l'anonymat. Pour moi, je vois qu'il y a des inquiétudes parce qu'il y a tant de trucs qui ne vont pas se faire comme on l'avait prévu auparavant. Disons, les constructions des routes, et puis pour les écoles. Dernièrement, on avait dit qu'on allait au moins augmenter quelque chose sur le salaire des enseignants. Je crois que aussi, ça ne va pas avoir lieu. Je crois que l'État va aussi augmenter les impôts pour qu'on puisse autosuffisé, c'est ça. Mokandanga Irène, de la ville de Kigali, est aussi du même avis. Bien sûr que ça m'inquiète. Bon, je dirais pas que je suis terrorisée à cause de ça, mais le mode de vie qu'on va poursuivre là maintenant qu'on n'a plus cette aide-là. D'une part, il y aura quand même une certaine régression dans certains domaines. Si on dit que les États-Unis se retirent, l'Allemagne, l'Angleterre, la Hollande, tu vois que ce sont des grandes puissances, donc ça peut décourager certains investisseurs. En réponse à ces inquiétudes, le ministre des Finances John Rwangombwa a annoncé à la presse hier qu'avec 54% du budget national encore disponible, le Rwanda parviendra à payer les salaires et à financer les activités prioritaires du Rwanda. Pour lui, le retrait de cette aide ne va pas affecter la vie du Rwanda, mais réduire seulement la vitesse des projets. Entre-temps, les Rwandais commencent à réfléchir sur comment faire face à ce manque. Ainsi, la diaspora rwandaise propose de mettre en place un fonds dans lequel tout Rwandais verserait sa contribution afin de réduire les conséquences de ces coupes. Kadienza James, enseignant à Kigali, donne son avis. Ce fonds va aider à faire certaines activités. Il ne faut jamais trop attendre l'aide extérieure. Bien sûr, ça ne va pas résoudre totalement le problème, mais ça va aider quand même. Solange Anone à Kigali pour la Deutsche Welle. Voilà l'inquiétude donc de quelques Rwandais à la suite de la suspension de l'aide internationale par certains partenaires du Rwanda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des femmes leaders chrétiennes de toutes les confessions religieuses de la ville de Goma se mobilisent avec la collaboration du département Femmes et Enfants d'Alarme au Congo pour implorer le retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité réelle au Nord Kivu. Cette coalition organise à partir de demain plusieurs manifestations dans la ville de Goma. Madame Marie-Jeanne Munanga d'Alarme au Congo. La femme, elle est au centre de tous les abus. Elle est violée, elle est la mère de cet enfant qui meurt au front, elle est l'épouse de ce militaire qui meurt au front, elle est la mère de cette autorité qui est à un certain moment devant un fait et ne sait pas comment se défendre ou défendre le peuple que Dieu lui a donné. On se rend compte que la femme est victime à plusieurs niveaux. Par exemple, je vais prendre un exemple typique avec les épouses des militaires. Les militaires meurent au front, les œuvres avec les orphelins qui ne sont pas encadrés ni par le gouvernement, ni par les organisations, et ces enfants-là deviennent les enfants de la rue. Or, nous savons que la rue n'a jamais donné naissance. Ces enfants-là sont nés de la femme. Alors, c'est pourquoi nous disons que la femme est victime et elle est au centre de cette insécurité et de ces abus qui se commettent ici et là. Et vous comptez être entendu, à quelle autorité vous vous adressez particulièrement et comment pensez-vous que ce genre de manifestation à Goma pourrait aider à attirer l'attention de tout le monde sur ce qui se passe effectivement chez vous? La première autorité à laquelle nous allons nous adresser, c'est Dieu créateur de tout l'univers, le créateur de ces rebelles-là, le créateur de ceux-là qui sont dans le gouvernement, le créateur de tout humain. Les autres autorités auxquelles nous allons nous adresser,
ce sont les autorités de la MONUSCO, les autorités que Dieu nous a données dans notre pays, entre le gouverneur, le président de la République, les maires de la ville, les autorités spirituelles, c'est-à-dire les pasteurs ou les évêques. Parce qu'on se rend compte que chacun a une part de responsabilité dans cette exploitation de la sécurité dans notre pays. Il y a des voix qui sont élevées pour demander une modification du mandat de la MONUSCO pour mieux faire face à la situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mandat peut être changé, ce n'est pas mauvais, mais l'applicabilité de ce changement-là, c'est ce que nous voulons voir. On peut changer le texte, mais la praticabilité des choses, c'est ce que nous voulons voir, c'est ce que nous voulons vivre en tant que Congolais. Qu'est-ce que vous voulez que fasse plus spécifiquement la MONUSCO? Normalement, je crois que le travail de la MONUSCO, c'est beaucoup plus protéger la population. Alors, ce que j'aimerais, c'est que cela soit réellement effectif. Quand la population est maltraitée, quand la population est meurtrie, qui ne croisent pas les bras, qui ne soient pas des observateurs, mais qui puissent réellement protéger et qui puissent réellement s'intercaler entre les forces et voir comment protéger les enfants, les femmes et les hommes. Parce qu'à un certain moment, on se rend compte que des fois, ils sont là, observateurs, ils ne puissent pas seulement observer, mais qui puissent réellement protéger. C'était de Goma, Madame Marie-Jeanne Munanga d'Alarme Congo. David Boudagwa, Vigachane, citoyen, journaliste, au Vivar, site qui vont en RDC. Ici, chez nous, l'actualité qui se passe, c'est que le rumeur, la tension se trouve entre la population, du fait que les rebelles se sont approchés de Goma, et ceci fait qu'il y a une marche qui se prépare pour la journée du 1er août 2012. Pour noter qu'au courant de cette semaine, il y a eu des coups de balle dans la plaine de la Ruzizi, communément appelée Nyakabe Moutaoué, entre deux tribus. Les tribus de Foulirou et ces provenant de Burundi se sont affrontés à cause d'investir des mois qui est ici de Burundi. Moi, c'est Josiane Moulekan. Je suis citoyenne journaliste pour la ville de Mbujimaï, dans la province du Kassai oriental. On a émis les nouveaux billets du franc congolais depuis le 2 juillet. Mais nous venons de constater qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement de l'émission de ces billets. Sur terrain, sur place, ceux qui sont dans les marchés noirs, qui détiennent les dollars américains, ils imposent leur taux d'échange. Ce qui a comme impact la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, entre autres les céréales, l'huile de palme et puis les poissons. En plus, il y a une autre chose, le Kassai oriental, c'est la province de l'opposant Tshisekedi. Alors, tout ce qui vient du pouvoir central est rejeté. Ce qui fait que le gouvernement pouvait d'abord sensibiliser les gens avant l'émission des billets pour qu'on accepte la consommation. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ce matin, la République démocratique du Congo. Depuis le mois de mai, des combats opposent dans le Nord Kivu par intermittence l'armée congolaise et des groupes armés rebelles dans le territoire de Rutshuru. La situation demeure tendue et le risque d'une reprise des affrontements est élevé. La semaine dernière, des combats à l'arme lourde ont eu lieu dans des zones densément peuplées, provoquant un grand nombre de blessés civils et semant la panique au sein de la population. On écoute Patrick Wieland, le chef de mission de l'ONG Médecins sans frontières, qui est sur place. Les chiffres des Nations Unies sont au total d'environ 120 000 déplacés depuis les 3 derniers mois dans le Nord Kivu. Vous les soignez où? Alors nous sommes à l'hôpital régional de Rutshuru, qui se trouve à 80 km au nord de Goma, dans lequel les équipes chirurgicales, médicales de Médecins sans frontières collaborent avec le ministère de la Santé pour venir en aide aux populations de la zone de santé. Nous avons donc reçu beaucoup de blessés civils lors des affrontements entre le M23 et les forces gouvernementales. Mercredi dernier, toute la journée, des combats ont eu lieu à Rutshuru et Kiwanja, qui se trouve juste à côté. Et les équipes de Médecins sans frontières ont reçu dans les heures, les jours qui suivent les combats, plus de 70 patients, principalement des civils et en majorité des femmes et des enfants. Blessés par balles, blessés par armes plus lourdes, des grenades, des roquettes qui ont affecté ces populations civiles. Pourquoi sont-ils ciblés ? Alors, ils sont bien souvent pris au milieu des combats et ils n'ont pas le temps de partir de manière préventive. Souvent, ils peuvent le faire, parfois pas. Là, malheureusement, plusieurs ont été blessés parce qu'ils se retrouvaient dans une zone à forte densité de population et pris en étau un petit peu entre les deux parties au conflit. Est-ce que vous arrivez à vous faire acheminer des médicaments et autres matériels ? Ça, c'est un point évidemment très important puisque toute notre logistique, tous nos médicaments, notre équipement médical,
Mon médecin, aussi notre personnel médical, vient de Goma et monte sur Rutshuru. Alors pour des raisons d'opération militaire, la route a été coupée à plusieurs reprises. Nous avons aussi été victimes d'un braquage samedi dernier. Donc c'est vrai que nous devons penser à des alternatives par voie des airs, par exemple, ou éventuellement même par les pays voisins, pour assurer l'approvisionnement en médicaments et en personnel de l'hôpital de Rutshuru. Il faut faire des rotations, il faut que les médecins se reposent et puissent être remplacés par d'autres qui arrivent. Donc ça, c'est vrai que c'est très important, c'est même crucial pour une bonne continuation de l'aide médicale de Médecins sans frontières à Rutshuru. Et vous envisagez de développer vos efforts, vos installations à Kanyaruchinya? Nous sommes en ce moment avec une équipe d'urgence active à Kanyaruchinya. Donc les équipes de Médecins sans frontières appuient le centre de santé du ministère sur place, donc en médicaments et en personnel. Il y a bien entendu d'autres acteurs humanitaires qui interviennent aussi pour de la distribution d'eau ou de la distribution de nourriture aux déplacés qui sont environ 30 000 à Kanyaruchinya, qui se trouve à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. Ce sont des gens qui sont venus justement de la région de Rutshuru ou plus au sud, Katale, Rumangabo, donc qui ont marché pendant des heures, plusieurs kilomètres avec des enfants et ont trouvé refuge à Kanyaruchinya. Il est évidemment très important pour les équipes de Médecins sans frontières d'être respectés par toutes les parties au conflit afin que nous puissions continuer de travailler dans les meilleures conditions, apporter de l'aide en temps et en heure à tous ceux qui en ont besoin. Et donc cet aspect est évidemment crucial pour que les équipes puissent continuer à travailler. Patrick Wieland, chef de mission de Médecins sans frontières, qui était joint dans le Nord Kivu. La coalition des femmes leaders chrétiennes de toutes les confessions religieuses de la ville de Goma se mobilise avec la collaboration du département de femmes et enfants d'Alarme Congo pour implorer le retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité réelle au Nord Kivu. Cette coalition organise à partir d'aujourd'hui plusieurs manifestations dans la ville. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À Kinshasa, dans l'affaire Tchebeya, les partis civils demandent à la haute cour militaire de convoquer Thierry Michel. C'est lui, le cinéaste et journaliste belge, qui a recueilli le témoignage du policier en cavale Paul Mouilamboué et qui l'a rendu public il y a presque un mois. Un témoignage accablant pour le chef de la police au moment des faits il y a 2 ans, le général John Numbi. En effet, dans un entretien filmé, Paul Mouilamboué décrit précisément comment l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Bazana a été organisé, comment et où se trouve le corps de Fidel Bazana. Pour Thierry Michel, qui est l'auteur d'un film sur le premier procès des assassins présumés des 2 militants des droits de l'homme, toutes les informations données par Paul Mouilamboué sont à vérifier, mais la justice doit en tenir compte. Quand je suis venu au Congo, je me suis dit je ne peux pas garder ce témoignage et ces révélations pour moi-même. Il faut absolument que ce soit un élément déterminant pour que la vérité puisse un peu surgir. Il faut évidemment tout recouper, il faut investiguer pour voir le vrai du faux. Mais au moins, il donnait des indications, il permettait aux familles des victimes de savoir où le corps, par exemple, de Fidel Bazana aurait sans doute été enterré. Donc, étonnamment, 3 semaines après, personne n'a jamais été voir dans cet endroit si le corps s'y trouve ou ne s'y trouve pas. Donc, on reste toujours dans les zones d'ombre, une forme de mensonge tacite, évident, que tout le monde sait, mais que personne ne dit. Je suis vraiment déçu parce que j'ai cru qu'on allait pouvoir... Déjà, le premier procès avait permis d'avancer sur pas mal de zones d'ombre, mais je me suis dit là, quand même, un procès en appel, la vérité va pouvoir surgir. Et tout d'un coup, c'est moi-même, en tant que cinéaste-journaliste, qui devient un peu, dans ce procès, le bouc émissaire pour avoir réussi finalement à obtenir ce témoignage. Alors, c'est le monde à l'envers. On déplace le débat. Au lieu de faire le débat sur ce que dit Mouilamboué pour en voir ce qui pourrait être des éléments clés du surgissement de la vérité, on fait tout d'un coup un débat Thierry Michel qui n'a aucun intérêt. Le journaliste belge Thierry Michel, joint par Christine Muraté. Dans l'est de la RDC maintenant, d'après l'ONU, les rebelles du M23 gagnent encore du terrain. Ils seraient en train d'avancer vers Goma. Et d'après le représentant de l'ONU sur place, Roger Miss, les forces congolaises, les FARDC, ne sont pas capables d'arrêter la progression des mutins. Hier, à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni et les membres du Conseil veulent faire pression sur les soutiens présumés au M23, comme le Rwanda, qui est accusé par Kinshasa depuis des semaines de vouloir déstabiliser la région. Les autorités congolaises accusent un autre pays frontalier, l'Ouganda. Le président Joseph Kabila a même demandé des explications à Kampala après des informations sur la présence de soldats ougandais sur le sol congolais. Réponse catégorique de l'adjoint au ministre des Affaires étrangères à Kampala, Henri Oriam Okello. I'd like to make it absolutely clear that there are no troops
Il faut que tout soit très clair. Il n'y a absolument aucune troupe ou élément des forces armées ougandaises présentes en République démocratique du Congo. Nous n'avons aujourd'hui aucun intérêt à participer à un conflit en RDC. Même s'il existe des menaces sur nos soldats, nous ne voulons pas participer à ce conflit, bien au contraire. Nous nous préparons à accueillir un sommet des chefs d'État de la région sous l'égide d'organisations internationales pour aider les RDC à en finir avec cette guerre de manière pacifique. Tous ceux qui véhiculent ces rumeurs sur l'implication de soldats ougandais doivent cesser immédiatement car ils savent tout. Avec cette réunion à venir, nous souhaitons ramener la paix et l'harmonie dans la région. Des propos recueillis par Alexandra Branjon, et la réunion dont parle Henri Oriem Okello aura lieu lundi prochain à Kampala. Les chefs d'État de la région des Grands Lacs se retrouvent pour parler du déploiement d'une force internationale à la frontière entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, l'Église catholique et plusieurs autres confessions religieuses ont organisé ce 1er août des manifestations sur l'ensemble du territoire national pour s'opposer à la balkanisation, entre guillemets, du pays par la guerre des mutins du M23, appuyée par le Rwanda selon le rapport des experts des Nations Unies. Au Nord Kivu, l'Église catholique a organisé une prière avant d'aller compatir avec les déplacés de guerre au camp de Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo, à environ 5 km de Goma. Plusieurs autres organisations religieuses ont organisé des cultes de prière pour solliciter une paix durable dans l'est de la RDC. La coordination politique du M23 a réagi à cette mobilisation, disant qu'il faut plutôt rendre le gouvernement de Kinshasa responsable de cette soi-disant balkanisation. Le docteur Alexis Kassanzu, médecin militaire au grade de colonel, est chargé des affaires humanitaires au sein du M23. Je crois que les manifestations sont fondées dans la mesure où nous avons compris que les catholiques, les évêques, ils ont déjà compris que le gouvernement a déjà balkanisé déjà le pays parce que, vous savez, nous avons observé une balkanisation économique. Vous savez, les efforts de 5 chantiers ont été concentrés seulement à l'ouest et l'est n'a pas bénéficié de ces 5 chantiers et il y a des taxes qui sont à l'est qui ne sont pas à l'ouest. Il y a des médecins qui sont payés à l'est, moins cher que ceux-là qui sont à l'ouest. Donc ça, c'est une balkanisation économique. Mais aussi, il y a une balkanisation sécuritaire. Vous savez, depuis plus de 18 ans, l'insécurité qui se trouve dans notre pays, la République démocratique du Congo, elle est seulement concentrée à l'est. Mais à l'ouest, il n'y a pas la sécurité qui se trouve aussi à l'est. Donc ça, c'est une balkanisation sécuritaire. C'est une marche qui est adressée au gouvernement. Mais il n'y a pas que le gouvernement dans ce conflit. Il y a aussi le M23. Et si je me rappelle bien, le conflit a commencé quand le M23 a pris les armes il y a quelques mois. Celui qui est à l'origine des conflits, c'est le gouvernement. Si le gouvernement avait accepté de mettre en application les accords du 23 mars, eh bien, il n'y aurait pas de guerre. Mais pendant 3 ans, le M23 n'a rien dit. Jusqu'en mars, disons avril 2012, quand des voix se sont élevées au niveau de la CPI et même le président Kabila en a parlé contre le général Bosco Ntaganda. Très bonne question. Il faudrait que l'opinion nationale et internationale sache que tout le temps, nous étions en train de rappeler au gouvernement pourquoi est-ce que les accords ne sont pas appliqués. Parce que dans l'accord, il aurait fallu que les ex-LDP puissent aider le gouvernement à traquer par exemple les FDLR, à traquer les EDF, à traquer les LRA. Nous avons donné notre rapport. Depuis que nous avons mené les opérations contre les FDLR, on ne nous a jamais donné des moyens. Lesquels moyens sont utilisés aujourd'hui contre nous? On n'a jamais donné de ça, on n'a jamais envoyé un avion. Sur le plan international, vous n'avez pas bonne presse. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Oui, nous sommes en train de nous rendre compte de ça. Mais je crois que la communauté internationale est aussi en train de comprendre que ce n'est pas vrai les accusations que fait le gouvernement. Moi, je crois que la communauté internationale est en train de croire qu'il y a un problème de Bosco qui a un mandat d'arrêt. Quand la pression a été si grande par rapport à l'application de l'accord, ils ont commencé à traquer M. Bosco Ntaganda. Mais la vérité, vous savez, pendant les 3 ans et demi, M. Kabila, il a retenu et il a appuyé M. Bosco Ntaganda. Voilà, c'était le docteur Alexis Kassanzu du M23, le mouvement du 23 mars en RDC. Nos multiples efforts pour obtenir la réaction du gouvernement congolais sont restés malheureusement infructueux.
jusqu'à... Joseph Mankamba, citoyen journaliste de la Voix de l'Amérique de la République démocratique du Congo, Kakananga au Kasaï occidental. L'actualité ici chez nous est marquée par la poursuite des cérémonies des collations des grades dans les gestions d'enseignement supérieur, clôturer l'année académique qui venait de s'achever, l'année académique 2011-2012. Et d'autre part, la journée était marquée par une marche de protestation dénommée Marche d'Espérance, organisée par l'Église catholique qui portait sur l'expression des approbations de l'Église catholique vis-à-vis de la démarche qui était en cours au pays pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Alors, les fidèles catholiques sont partis de toutes les paroisses de la ville de Kananga pour se retrouver à la paroisse centrale, la cathédrale Saint-Clément, puis ils se sont exprimés pour faire voir leur position. Ils ne sont pas d'accord avec une éventuelle balkanisation de la République démocratique du Congo, de l'Ouest qui sont sinistrés par les affres de la guerre. Je m'appelle Al-Hadji Tidra Maliro, citoyen journaliste de la Voix de l'Amérique en ville de Béni. L'actualité qui domine actuellement la ville de Béni, qui a été organisée par les deux élus de la ville de Béni, à l'occurrence de l'honorable Arsène Mwaka et l'honorable Kiro Grégoire, qui ont fait leur meeting ici à ville de Béni avec la population locale. Ils ont expliqué à la population les affaires qui se passaient à ça et puis a pris fait à 16h locales. Dans cette meeting a eu beaucoup de participation de plusieurs populations ici même à ville. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À la une de la presse africaine ce matin, la rébellion qui gagne du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, les rebelles du M23 menacent la ville de Goma, capitale du Nord Kivu. L'armée régulière recule officiellement faute de munitions et d'ores et déjà les rebelles pavoisent, à l'image de ce colonel Kayima, dont les propos sont cités par le site d'information Congo Times. Il assure que ces hommes vont encercler Goma et démoraliser les forces gouvernementales jusqu'à ce qu'elles s'en aillent. Nous prendrons la ville sans tirer, affirme encore ce colonel. Dans la presse de Kinshasa, c'est la colère. Pour le potentiel, c'est le Rwanda qui tire les ficelles de la rébellion. La République démocratique du Congo est une fois de plus victime d'une agression soutenue par le Rwanda, affirme-t-il, depuis 3 mois. Déplore le quotidien kinois. La province du Nord Kivu est en proie à une guerre menée par le mouvement du 23 mars, le M23, et tant d'autres groupes armés encore actifs dans la partie orientale du pays. La RDC est une et indivisible, s'exclame le potentiel. Tel est le message que les Congolais adressent à ceux qui attisent le feu et cherchent à la morceler au motif qu'elle regorge d'immenses ressources naturelles. Unis par le sort, le peuple congolais dit officiellement non à la balkanisation du pays. Au-delà des incantations et des appels à l'unité du pays, que faire face à cette rébellion ? Pour l'Observateur, autre quotidien congolais, l'exemple à suivre est celui de l'Angola. Au plus fort de la guerre civile angolaise, les Nations Unies avaient soutenu le déploiement d'une force d'interposition entre les troupes de l'UNITA et les troupes gouvernementales, rappelle le quotidien congolais, ce que Luanda avait refusé. L'Angola avait choisi de faire partir le contingent onusien pour régler seul la question militairement. Voilà pourquoi nous devons mettre toutes les batteries en marche pour mettre un terme à cette guerre en utilisant pour l'instant les voies diplomatiques, militaires et politiques, assure l'Observateur, mais l'objectif ultime est la mise sur pied d'une armée républicaine et dissuasive, et nous en avons les moyens, estime le journal, car ceux qui veulent d'un Congo affaibli pour continuer à l'exploiter et pourquoi pas nous amputer de cette partie de la République ne nous laisseront pas en paix. Le seul langage qu'ils comprennent est celui de la rudesse. Le cas du Soudan doit nous interpeller et nous mobiliser, raison de plus, conclut l'Observateur, de citer Laurent-Désiré Kabila qui disait « La paix se gagne » et il avait raison. Dans la presse du continent, on s'intéresse à ce conflit congolais. Oui, après le Mali, c'est la RDC qui risque de perdre le Nord, s'exclame le site d'information Fasosine, en l'occurrence le Nord Kivu, et pour cause. L'armée congolaise régulière a été mise en déroute dans cette partie est du pays, plus équipée et plus active sur le terrain. Les rebelles n'auraient pas rencontré de résistance véritable, constate Fasosine. Dans les combats qui les ont opposés mardi dernier aux forces armées de la RDC, le moins que l'on puisse dire, c'est que la chute de Goma, la capitale du Nord Kivu, n'est plus qu'une question d'heure, estime encore le site d'information burkinabé. Malheureusement, poursuit Fasosine, la force des Nations Unies pour le Congo, la MONUSCO, ne peut rien pour épargner au président congolais, Joseph Kabila, cette défaite stratégique. Les menaces et autres dissuasions que la communauté internationale tente de lancer en direction des rebelles n'ont jusque-là pas réussi à ralentir leur marche vers la prise de la province du Nord Kivu.
dans l'impossibilité d'arrêter cette sale guerre civile qui n'a que trop duré entre les frères ennemis congolais. Les forces onusiennes ne peuvent que se consacrer à la protection des populations civiles. Eh bien, c'est déjà ça de gagner, estime le site d'information burkinabé. Guinée-Conakry Info relève de son côté la passivité de la communauté internationale. La communauté internationale ne semble pas ouvertement soutenir les mutins du M23. Pour autant, elle ne fait pas de la cessation effective des hostilités une grande priorité, relève en effet le site d'information guinéen. Autrement, Kigali ne serait pas passé outre la mise en garde américaine. C'est d'autant plus paradoxal, relève Guinée-Conakry Info, que la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a mis son escale sénégalaise de sa tournée à profit pour vanter les mérites de la démocratie et pour promouvoir la sécurité sur le continent africain. Toutefois, poursuit le site d'information, le Rwanda est loin d'être seul responsable des atrocités aujourd'hui perpétrées en RDC. L'État congolais a également une part de responsabilité, affirme-t-il. D'abord, parce qu'il n'arrive pas à étendre son autorité sur tout le territoire national et à assurer la sécurité de tous ses citoyens. Par ailleurs, s'il ne se révèle pas au grand jour, certains responsables congolais doivent également tirer les ficelles des nombreuses milices incontrôlées et incontrôlables qui pullulent dans le pays, affirme Guinée-Conakry Info. À travers ces véritables machines à commettre toutes les barbaries, ils assurent le contrôle de vastes domaines territoriaux dont ils tirent profit de l'exploitation des richesses agricoles ou minières. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le civil ne cesse d'augmenter dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous revenons encore sur Médecins sans frontières et ses informations sur la situation à Rutshuru. MSF dit avoir vu dans l'hôpital de cette ville du Nord Kivu 66 blessés, des civils pour la plupart, depuis le week-end dernier. Morgane Guiriec. Médecins sans frontières a des projets de soutien aux hôpitaux dans plusieurs points chauds du Nord Kivu. Son chef de mission dans la province, Patrick Weiland, a dit effectivement à la Voix de l'Amérique que 90% des patients en question étaient des civils. La majorité des civils venant à cet hôpital étaient des femmes et des enfants de Rutshuru et des villages avoisinants, ce qui constitue un changement par rapport à ce qu'on voyait auparavant. Depuis avril jusqu'à la semaine dernière, les équipes de MSF dans le nord et sud Kivu étaient surtout des combattants et des soldats. MSF voit aussi des blessures encore plus graves. Beaucoup d'entre eux ont été blessés à cause des grenades, roquettes et tirs à l'arme lourde, ce qui est également un changement par rapport aux blessés que nous recevions avant. Donc, les gens sont blessés avec des grenades et pas seulement avec des balles de Kalachnikov. Donc les blessures sont beaucoup plus graves. Pour Weiland, il est difficile de dire si ces civils ont été délibérément ciblés dans les récents combats. Normalement, entre 10 000 et 20 000 personnes vivent à Rutshuru et dans la localité voisine de Kiwanja. Mais auparavant, elles pouvaient échapper aux affrontements dans la région, où les localités tombaient aux mains des rebelles sans la moindre résistance. Cette fois-ci, les civils ont été pris entre deux feux. Les Nations Unies ont condamné les morts de civils et autres abus commis dans la région du Kivu depuis avril, quand une mutinerie a éclaté au sein des FARDC, l'armée gouvernementale. Mais les observateurs rejetaient les pires violations des droits humains sur d'autres groupes armés, et non pas sur les rebelles du M23 ou les soldats gouvernementaux. MSF avertit que sa propre capacité à aider les victimes de la guerre pourrait être en péril à cause des conditions sécuritaires qui empirent. Weiland craint qu'il ne soit difficile de continuer à faire parvenir des fournitures à l'hôpital de Rutshuru. Un aspect important, ce sont les fournitures à l'hôpital, médicaments, voire personnel médical, parce que la voie entre Goma et Rutshuru est coupée par les opérations militaires ou leurs coupeurs de route, et un véhicule de MSF a été attaqué il y a 10 jours. Donc il nous faut penser à la voie aérienne ou aux pays voisins pour amener des fournitures à l'hôpital de Rutshuru. Selon des sources proches de la société civile, les affrontements continuaient encore mardi entre le M23 et les forces gouvernementales. Selon Omar Kavota, coordonnateur de la société civile du Nord Kivu, le M23 se dirige vers l'ouest, c'est-à-dire vers le territoire de Massissi, où ses combattants peuvent aller récupérer leurs caches d'armes. Des unités du M23 seraient, pense-t-on, à 27 km de Goma,
Mais jusqu'ici, elles n'ont pas essayé d'affronter directement les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO qui tentent de leur barrer la route. Mais Omar Kavota est convaincu que ces éléments rebelles vont probablement tenter de trouver un moyen de contourner ce barrage et il doute que la MONUSCO puisse arrêter le M23 si l'armée congolaise n'oppose pas de résistance. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC. David Boudagwa, Zigachame, citoyen, journaliste, au Vivar, site qui vont en RDC. Ici, chez nous, l'actualité qui se passe, celle que le rumeur, la tension se trouve entre la population, du fait que les rebelles se sont approchés de Goma, et ceci fait qu'il y a une marche qui se prépare pour la journée du 1er août 2012. Pour noter qu'au courant de cette semaine, il y a eu des coups de balle dans la plaine de la Ruzizi, communément appelée Nyakabe Moutaouré, entre deux tribus. Les tribus de Foulirou et ces provenant de Burundi se sont affrontés à cause d'investir des mois qui est ici de Burundi. Moi, c'est Josiane Moulekan. Je suis citoyenne journaliste pour la ville de Mbujimaï, dans la province du Kassai oriental. On a émis les nouveaux billets du franc congolais depuis le 2 juillet. Mais nous venons de constater qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement de l'émission de ces billets. Sur terrain, sur place, ceux qui sont dans les marchés noirs, qui détiennent les dollars américains, ils imposent leur taux d'échange. Ce qui a comme impact la hausse des prix des denrées alimentaires de première nécessité, entre autres les céréales, l'huile de palme et puis les poissons. En plus, il y a une autre chose, le Kassai oriental, c'est la province de l'opposant Tshisekedi. Alors, tout ce qui vient du pouvoir central est rejeté. Ce qui fait que le gouvernement pouvait d'abord sensibiliser les gens avant l'émission des billets pour qu'on accepte la consommation. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, ils étaient des milliers hier à Kinshasa à avoir répondu à l'appel de l'Église catholique. Des milliers de manifestants en faveur de la paix dans l'est du pays où la nouvelle rébellion du M23 sème le chaos depuis le mois de mai et où des milliers d'habitants ont été obligés de fuir leur maison pour se réfugier à Goma ou dans les pays voisins. Hier, dans les rues de la capitale, les habitants ont exprimé leur solidarité avec l'Est et leur défiance à l'égard du Rwanda voisin, accusé par les autorités de soutenir les rebelles. À Kinshasa, Bruno Minas. Ils ont été des milliers à marcher vers les églises catholiques, mais aussi les temples protestants, entonnant des cantiques et des slogans, portant des banderoles contre la guerre, contre le pillage des ressources naturelles à l'Est. Ils sont en train de faire leur théâtre à l'Est pour tuer les Congolais et en fait que les bombes soient vendues aux Rwandais. Ça, nous disons non. Et ils en profitent aussi de faire la balkanisation pour que les partis de l'Est soient donnés aux Rwandais. Ça, nous les Congolais, nous disons non. L'Église catholique a veillé à ce que les rassemblements ne débordent pas du cadre prévu, mais cela n'a pas empêché les sympathisants de l'opposition de participer et de s'exprimer, mais sans banderole. Nous voulons l'effectivité du pouvoir avec Etienne Tshisekedi qui est le président. C'est tout. C'est la première fois que les autorités permettent la tenue de manifestations depuis les élections de l'année dernière. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, après les inquiétudes exprimées par la MONUSCO, la force de l'ONU, sur la capacité de l'armée congolaise à lutter contre le M23, le porte-parole des FARDC réagit. Il dément toute menace sur Goma et assure que les rebelles sont encore loin du chef-lieu de la province du Nord Kivu. Pendant ce temps, les autorités rwandaises ont transmis un document de 130 pages aux Nations Unies. 130 pages pour contester point par point les informations du rapport d'experts. Détails, photos et agenda à la pluie, Kigali explique n'avoir jamais mis à disposition ces infrastructures pour l'entraînement des rebelles et ne leur avoir jamais fourni d'armes. Le rapport final de l'ONU sur les liens présumés entre le Rwanda et le M23 est attendu pour le mois de novembre. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Clinton devrait alors rencontrer le président ougandais Yoweri Museveni. En début de semaine, le département d'État américain indiquait que Washington considérait l'Ouganda comme un partenaire clé pour la sécurité dans la région. Il est probable que la situation dans l'est de la RDC voisine soit également évoquée demain. C'est ce qu'estime en tout cas Georges Berguezan, chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles. Je pense que la situation en RDC, c'est une des principales préoccupations de Mme Clinton, peut-être pas la seule, mais il est fort probable
probable que Mme Clinton menace à demi-mot ou de manière voilée l'Ouganda de sanctions similaires à celles qui viennent de frapper le Rwanda, si l'intervention ougandaise au Congo se précise. Au niveau du Congo, il y a eu un changement des États-Unis. C'est peut-être ça qui, à moyen terme, va être fondamental. C'est que le gouvernement rwandais et sans doute le gouvernement ougandais, on va leur dire que tout n'est plus permis au Congo, qu'il y a la souveraineté de cet État doit être respectée un minimum. Georges Berguezan, chercheur au GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Il répondait à Julie Vandal. À propos de la République démocratique du Congo maintenant, après son interview sur les antennes de RFI, le général Faustin Mounene fait une mise au point. Dans un communiqué, son mouvement, l'armée de résistance populaire, précise qu'il ne considère pas la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo comme un mouvement de résistance patriotique et comme un allié de l'ARP, mais plutôt comme une dissidence du CNDP, le CNDP qui a un temps rallié le président Kabila pour des objectifs hégémoniques en RDC. Fin de citation donc pour cette mise au point du général Faustin Mounene. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Soumission au Conseil de sécurité de l'ONU par le gouvernement rwandais d'un document réfutant point par point les accusations de soutien aux mutins du M23 dans l'est de la RDC. Un haut responsable du gouvernement de Kinshasa a réitéré la position de son pays, savoir que les mutins qui combattent contre les forces armées régulières congolaises sont armés et soutenus par Kigali. Le Rwanda fait face à une forte pression internationale, il faut le dire, allant même jusqu'à la suspension de l'aide militaire de certains pays, dont les États-Unis et les Pays-Bas. Aujourd'hui, le porte-parole du président Joseph Kabila, le ministre de l'Information Lambert Mende, rejette les nouvelles explications fournies par le gouvernement de Paul Kagame en réponse à un rapport d'un groupe d'experts onusiens. Les dénégations du gouvernement rwandais ne tiennent pas la route. Nous avons pu nous faire communiquer cette réplique et nous l'avons étudiée pour rédiger d'ailleurs une contre-réplique que j'ai commentée devant la presse nationale et internationale à partir de Kinshasa. Il apparaît d'abord que le Rwanda joue beaucoup sur les problèmes de méthodologie, de forme pour éviter précisément de répondre sur le fond. Ensuite, il y a pas mal de contre-vérités qui sont répandues à travers cette réplique, comme cette accusation du gouvernement congolais, des médias congolais, des réseaux sociaux à partir du Congo de propager un discours de haine ethnique, de personnes tuées à Goma, dont aucune confirmation ne nous a été donnée, et même d'une famille congolaise dont 6 enfants sont morts dans un incendie accidentel le 27 juillet, et que le gouvernement rwandais a osé présenter comme des victimes de pogroms anti-rwandophones. Malheureusement pour le gouvernement rwandais, cette famille n'est pas rwandophone. C'est une famille, avoue, de l'île d'Idjwi au Kivu, ce sont des Bantous. Le père qui a survécu a témoigné qu'il ne s'agissait pas d'un incendie criminel, mais d'un accident. Alors nous nous élevons contre cette tentative du Rwanda d'opposer les tribus congolaises les unes aux autres pour se donner une justification pour ces interventions multiples en République démocratique du Congo. Un terme qui revient beaucoup dans l'actualité ces jours-ci, c'est la balkanisation. Des dizaines de milliers de gens sont sortis hier pour réclamer la paix dans l'est de la RDC et se prononcer contre cette soi-disant balkanisation. Et hier justement, quelqu'un du M23 m'a dit à moi que s'il y a balkanisation, ça vient de Kinshasa. Ridicule. C'est à l'appel du gouvernement que toute cette population congolaise, des millions et des millions d'hommes et de femmes, sont sortis dans la rue pour condamner le M23. Il faut éviter de faire des jeux de mots. C'est le gouvernement qui a demandé au peuple de se lever et l'Église catholique a répondu à cet appel à la mobilisation et le gouvernement a appuyé, encadré, sécurisé cette manifestation dont nous nous félicitons. C'est une gifle à ces M23 que personne ne considère en réalité comme un acteur dans ce drame. C'est le Rwanda qui agit et qui utilise ces minables mercenaires. On les utilise uniquement comme une fiction pour cacher l'agression du Rwanda. Moi, je parle avec le gouvernement du Rwanda parce que c'est l'agresseur. Je ne parle pas avec le M23 parce que c'est une fiction. Comme le front dans l'Est ne semble pas bouger beaucoup, semble-t-il sur le plan politique, ça ne bouge pas trop non plus parce qu'il y a des accusations et des contre-accusations. À quand la solution alors? Les négociations ont lieu. Nous n'avons jamais cessé de négocier avec celui qui est responsable de l'agression, c'est-à-dire le Rwanda. Les négociations continuent. Je pense qu'après Addis Abeba, nos chefs d'État
ont encore rendez-vous à Kampala, je pense dans quelques jours, dans le cadre de la conférence internationale des pays des Grands Lacs. La CIGL, justement, envisage la mise sur pied d'une force neutre pour faire face à la rébellion dans l'Est de la RDC. Absolument, c'est une décision que les chefs d'État réunis à Addis Abeba ont prise, y compris le président Kabila et le président Kagame. Donc tous les 11 chefs d'État ont adopté cette résolution qui qualifie clairement le M23 de force négative. Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement congolais. C'est Pascal Yamouno, un journaliste congolais. Actuellement, l'actualité reste dominée par la mise en circulation de nouveaux billets de prix facial élevé de 1000 et 5000 francs congolais dans le territoire des Congolais. Après la mise en circulation, on constate que les prix sur le marché sont restés statiques pendant quelques biens de première nécessité, notamment les riz, la farine de maïs, ont pris un peu de l'ascenseur de 4500 à 5000 francs congolais par bassin, et aussi les verres du sucre qui coûtent 450 est passé à 500 francs congolais. C'est autre chose que c'est pour la première fois que le train voyageur vient de passer de Lubumbashi vers Congolo. Le train Palme d'Or vient de passer depuis 6 mois. Le train vient de passer à destination de Kindu dans la province de Maniema. C'est Janine, citoyenne journaliste à la ville de Goma. Hier, il y a eu manifestation des femmes dans une église locale avec toutes les chrétiennes, voire même les musulmanes, catholiques, protestants, SCC. Donc tous ensemble, en tant que chrétiennes, on priait pour la paix au Congo en fait. On disait qu'on a déjà écrit aux hommes, nous avons déjà écrit aux Nations Unies, aux autorités, tant locales que nationales. Donc nous avons écrit à tous les niveaux, mais personne ne nous a écoutés. Alors les femmes se sont dit, ont écrit un mémoire ensemble et elles ont crié vers Dieu en disant que les femmes du Nord Kivu en ont assez concernant cette guerre interminable, cette guerre sans nom, sans ambition, nous ne savons pas jusqu'à quand. Alors nous on a dit qu'au lieu de s'adresser aux hommes, il faut que nous nous adressons à Dieu seul, créateur de tout le monde, qui est malfaiteur, il est le créateur de nous, donc c'est notre créateur, nous tous. Alors on a dit, on doit s'adresser à lui pour qu'il nous donne la paix réelle. Et là, on a prié, on a invoqué Dieu. Et après avoir écrit les mémoires en question, on a brûlé ces mémoires pour que la fumée monte vers Dieu, créateur, afin qu'il puisse nous donner une paix durable, que nous ne voulons plus que nos enfants puissent errer. Donc errer par-ci, par-là, vraiment, c'est un problème. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans le territoire de Rutshuru, la position la plus avancée des rebelles du M23 est à moins de 30 km de Goma. Et même si ces rebelles assurent qu'ils n'ont pas l'intention d'attaquer le chef-lieu de la province du Nord Kivu, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'inquiète et parle d'une menace imminente. Les membres de ce conseil demandent aux rebelles de cesser de s'en prendre aux civils et de ne plus recruter d'enfants soldats. Autre avertissement, le Conseil condamne ce qu'il appelle les soutiens extérieurs aux mutins. À New York, Karim Lebourg. L'avertissement est adressé aux rebelles du M23, mais c'est bien le Rwanda et dans une moindre mesure l'Ouganda qui sont visés par ce rappel à l'ordre du Conseil de sécurité sous l'appellation plus générale de soutiens extérieurs. En coulisses, les diplomates disent qu'ils n'ont guère de doute sur l'aide fournie par le Rwanda au M23, mais le Conseil a préféré ne pas pointer directement du doigt Kigali et encore moins parler de sanctions. La stratégie est plutôt de faire pression sur le Rwanda pour qu'il lâche le M23 et qu'il mette un terme aux opérations militaires. Le Conseil s'est félicité des contacts entre les présidents Paul Kagame et Joseph Kabila. Il s'agit pour l'ONU d'éviter que la ville de Goma ne tombe aux mains des rebelles. Une menace imminente, dit le Conseil de sécurité. La chute de Goma mettrait la MONUSCO, la force de l'ONU sur place, dans une position très inconfortable et pourrait l'obliger à intervenir. Karim Lebourg, New York RFI. Et toujours à propos de la République démocratique du Congo, mais à Kinshasa, cela fait plus d'un mois qu'un leader de l'opposition a disparu. Il s'agit d'Eugène Diomine Nongala, député et président de Démocratie chrétienne, une mouvance qui soutient Étienne Tshisekedi. Depuis le 27 juin, ses proches sont sans nouvelles. Ils pensent que Eugène Diomine Nongala est détenu dans un endroit secret, ce que démentent les autorités congolaises qui affirment que l'opposant est en fuite pour échapper à la justice. À Kinshasa, Bruno Minas.
Mais où est donc passé Eugène Diomi Dongala? Poursuivi dans une affaire de pédophilie, il aurait fui en Italie selon des sources policières. Ses partisans et son épouse italienne disent qu'il a été capturé. Maître Georges Kapiamba, président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, assure qu'il est détenu au secret. Il ressort à ce jour, provenant de sources fiables, qu'effectivement M. Diomi Dongala est entre les mains des services des renseignements appelés ANR. Mais dans quel but? Le régime les trouverait gênants et capables de perturber l'organisation du sommet de la francophonie en octobre prochain. Le gouvernement dément formellement détenir Diomi Dongala. Lambert Mende, ministre porte-parole. Je confirme que M. Diomi Dongala n'a jamais été arrêté et on enlèverait Diomi Dongala pour quelle raison? Nous ne voyons pas quel danger il peut représenter. Sincèrement, c'est une légende. Nous avons plutôt l'impression que sa fuite est un aveu. Les tentatives de le faire passer comme ayant été enlevé tendent à renforcer cette position et à protéger sa fuite. Les défenseurs de Diomi Dongala veulent mobiliser les associations de droits de l'homme sur cette mystérieuse disparition. Bruno Minas, Kinshasa, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'ONU a demandé hier la fin de tout soutien étranger rebelle congolais du M23 en guerre contre le gouvernement de Kinshasa dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 est constitué, vous le savez, de centaines de déserteurs de l'armée congolais réunis derrière Bosco Ntaganda, général mutin recherché par les autorités congolaises et par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Les 15 membres du Conseil de sécurité expriment dans un communiqué leur ferme condamnation de tout appui extérieur apporté au M23 et exige la fin immédiate de tout soutien au M23, notamment par d'autres pays. Du Congo, les forces armées congolaises à Kasindi, à environ 80 km de la ville de Beni, ont été attaquées ce vendredi par un groupe armé, bilan au moins 2 morts, dont un officier haut gradé des FARDC. Les activités ont par la suite repris timidement, mais des familles apeurées auraient fui vers l'Ouganda voisin. Des précisions avec le directeur de la radio-télévision Grabin à Kasindi, LKT Maganirio. Les éléments sont arrivés vers 4 heures du matin. Ils ont tiré des balles de 4 heures, donc à 6 heures. Ces types de balles ont semé vraiment un désordre, une inquiétude dans la population parce qu'on a cru que c'était l'M23 qui venait d'entrer dans les églises. Mais c'est à partir de 7 heures, après avoir vu les forces loyales en train de faire une patrouille de reconnaissance, que les gens ont été rassurés comme quoi la situation était encore sous contrôle gouvernemental. On dit que c'est sous l'ordre d'un certain Katswamba que l'attaque a eu lieu? Effectivement, comme ils sont passés, c'était sous l'obscurité. Nous n'avons pas vu réellement celui qui commandait les éléments en question. Mais après leur salle de zone, ils se sont retirés sur les collines situées à 10 km du centre de Kassim ici, où les militaires les ont suivis. D'ailleurs, jusqu'à présent, ils sont en train de s'affronter au début de massif du Rwenzori. Quel est le bilan de cette attaque? Le bilan fait état de 2 morts dans le FARDC, une arme qui a été ravie des mains des policiers qui montaient la garde à une banque de l'État. Est-ce que c'est un incident isolé? Ce n'est pas un cas isolé parce que le cas en question est appelé centre, donc c'est dans la brousse du parc de Virunga, mais selon l'ordre de la cité. Alors, aidez-nous à comprendre un peu. Où cette attaque a-t-elle eu lieu par rapport aux zones de conflit habituelles entre les FARDC et les mutins? L'attaque a eu lieu à Kasindi, c'est à 85 km de la ville de Beni, tout juste à la frontière avec l'Ouganda. Par rapport à la zone des mutins, c'est vraiment à plusieurs kilomètres de rupture où les mutins sont en train de faire leur mouvement. Quels sont les groupes qui sont actifs dans cette région maintenant? Les groupes qui sont actifs ici, ce sont des Maï-Maï, dont nous ne connaissons pas encore les idées, mais selon les informations entrecoupées, on révèle que ceux qui ont attaqué la cité de Kassim d'aujourd'hui seraient commandés par des officiers ex-APC de Ndoussania-Moussi qui étaient déjà au grade de colonel dans la force loyale. LKT Maganirio, directeur de la radio-télévision Grabin à Kasindi. De la Voix de l'Amérique à Lubumbashi. Aujourd'hui, je fais un tour dans l'institution supérieure d'informatique Salama. Après quelques réclamations des étudiants, après la délibération, la direction académique a pu constater qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans leur base de données lors des calculs de points. Alors, les étudiants ont introduit des recours, mais c'est fait que la direction n'a pas vraiment satisfait au recours des étudiants, mais plutôt elle a recouru juste à un cours où il y avait
La préoccupation d'un cours dont la base de données a été répétée que celle de la mi-session. Les étudiants ne sont pas vraiment satisfaits. Ils sont très mécontents par rapport à la confiance qu'ils accordaient à l'admission. Florence Putain, journaliste pour La Voix d'Amérique. Nous sommes ici à Beaumont. Nous remarquons que ici au port international de Beaumont, il y a plusieurs prises de taxes, ce qui fait que les commerçants, les opérateurs économiques qui sont ici se plaignent, voyant que les taxes se multiplient et demandent au gouvernement de la RDC de pouvoir donner une solution afin que même le prix des denrées alimentaires puisse baisser sur le marché. Janine de Goma, citoyenne journaliste ici à l'Est. La population est dans la confusion totale puisqu'elle ne sait pas là où elle est. Depuis que le M23 a commencé avec la guerre, donc on ne voit plus clair. On croyait que peut-être ça va se terminer car comme on le connaît, le M23 revendique les accords du 23 mars. Il y a la société civile qui a proposé qu'on puisse évaluer ces accords, pas négocier mais plutôt évaluer ces accords, puisque la population ne comprend plus, chaque jour guerre, et ici on revient déjà à la case départ, alors qu'il y avait vraiment des avancées. Là, on s'est dit qu'il n'y a pas de développement, puisque quand on fuit, quand on est dans une bicoque chaque jour sous la belle étoile, on manque même une bâche, on manque à manger. Normalement, c'est la saison où on récolte. Maintenant, il y a guerre, donc on a laissé tout. Alors, la population vraiment est dans une situation très chaotique.